Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Serge Morel, je suis conseiller depuis 2014. Merci de nous joindre pour cette rencontre participative en compagnie de Jean-Yves Lecomte, le sénateur des Français de l'étranger, et quelques de mes colistières et colistiers de la liste. L'objectif d'aujourd'hui est de faire un point sur la retraite, fiscalité et la carte vitale pendant cette année de pandémie difficile. En tant qu'élu, je sais que beaucoup de concitoyennes et de concitoyens ont souffert de cette situation de fragilisation économique, les pertes financières, perte d'emploi, l'isolement, la solitude. Il y a eu beaucoup de difficultés pour déclarer leur retraite à l'étranger, par exemple, difficultés pour faire signer les certificats de vie pour continuer à recevoir, à toucher sa retraite. Les aides, j'ai aidé plusieurs ressortissants à retrouver leur numéro de carte de sécurité sociale parce qu'après qu'on est écarté de la France pendant 40 ans, c'est pas évident qu'on l'a toujours. La demande de carte vitale aussi était une question qui était beaucoup posée cette année. Il y a eu aussi beaucoup de difficultés concernant la scolarisation des enfants et le paiement même des écoles, les familles déchirées. On a eu plusieurs commissions extraordinaires pour réévaluer les nouvelles circonstances de chaque famille en difficulté pour essayer d'augmenter le pourcentage de bourses qui étaient accordées aux premières réunions des bourses. Nous avons encore, surtout sur notre côte nord-ouest, connu des feux de grande ampleur. Moi, je suis chef d'îlot et en tant que chef d'îlot de Solano County, qui est un comté très susceptible aux incendies de forêt. On a eu un grand incendie l'année dernière pendant plein de pandémies. On a eu beaucoup de Français qui s'étaient impliqués. J'ai leur adresse. Mon rôle, c'était de remonter les informations et les coordonnées au consulat. J'observais quotidiennement l'avancée de l'incendie, les périmètres. Je contactais individuellement chaque Français qui se retrouvait en proximité du danger pour assurer leur évacuation, qui suivait les consignes locales et de savoir s'ils avaient besoin d'aide. Il y avait aussi l'impossibilité de rentrer en France. J'étais auprès de Yann Chantrel, qui est l'élu à l'AFE et à Toronto, avec laquelle j'ai organisé une réunion à propos de la suppression des motifs impérieux. J'ai signé la pétition qu'il avait organisée contre cette annonce, qui était annoncée très soudainement, qui avait lancé de grands nombres de Français en difficulté immédiate, car ils avaient déjà des voyages prévus et préparés. Ça, c'était un grand problématique pendant très longtemps. Et dans un sens, ça existe toujours pour le retour, le départ de la France. Pour les retraites, avec l'aide de Annie Michel, conseillère à l'AFE et aussi à New York, et bien sûr le sénateur Jean-Yves Lecomte, les retraités dont les pensions avaient été bloquées car leur certificat de vie était arrivé hors délai. On a pu réussir à débloquer certaines personnes. Or, en plein pandémie, vous vous doutez bien que l'acheminement de courrier est compliqué. Il y avait des difficultés pour déclarer leur retraite à l'étranger, des difficultés pour faire signer les certificats de vie. J'ai dû retrouver d'autres personnes à aider dans ces circonstances. De mon côté, pour résoudre le problème de certificat de vie, j'ai pris l'initiative de faire le concours de notariat public qui me permettrait à la suite de signer les certificats pour les ressortissants. Actuellement aussi, je prépare une initiative avec l'Association des greffeurs et greffistes municipales de la Californie pour une reconnaissance universelle de leurs membres du certificat de vie. Comme ça, eux, ils sont déjà au courant que ça existe. Alors, quand il y a un Français qui se présente ou un retraité qui retouche une retraite à la France se présente, ils ne sont pas étonnés, ils savent tout de suite comment se conduire. Si ça marche dans ce cas-là, je proposerai à la suite d'établir ce principe dans tous les autres États de la circonscription. J'ai aidé un grand nombre de concitoyens avec leurs documents d'identité, en travaillant en partenariat avec le consulat pour faire avancer les dossiers urgents. C'était particulièrement difficile parce que les tournées consulaires ont été annulées. La circonscription est large, il faut faire une présence physique pour faire les données biométriques.
En plus, les Français qui se déplaçaient avec leur passeport américain ne pouvaient plus le faire. Alors, il y a eu une saturation de livraison de passeports. Euh, L'inscription important au consulat, parce que c'est ça, le budget du consulat est basé sur le nombre d'inscrits. Nous avons presque 30 000 inscrits, mais on peut estimer qu'il y a au moins le triple de Français sur le territoire. Dans les circonscriptions, on peut facilement estimer qu'il y a 100 000 Français qui demandent les services du consulat. Alors, il est important d'être inscrit, non seulement pour voter, mais pour assurer le budget qui plus approprié pour rendre service aux Français qui se retrouvent dans la circonscription. Parce que nous avons une diminution du budget de personnel. Alors, c'est très important. Par exemple, nous devrions, à mon avis, avoir un agent qui s'occupe de la fiscalité et des retraites au consulat. On n'en a pas. C'est une raison pour laquelle les Français se retournent vers nous, les conseillers, pour les renseigner et pour les aider avec des problèmes. Alors, comme vous allez voir, cette année fut et continue à être compliquée pour beaucoup d'expatriés. Pour les élections, vous auriez la possibilité de vote par Internet du 21 ou 26 mai et à l'urne au consulat de San Francisco le 29 mai. Il n'y a qu'un seul bureau de vote cette année à cause du pandémie et des contraintes. Alors, ça sera difficile si vous ne pouvez pas voter par Internet. Vous devriez commencer à recevoir vos identifiants par SMS et vos mots de passe par courriel. J'aimerais justement laisser la parole au sénateur Jean-Yves Lecomte pour nous faire un retour et un bilan sur la retraite, fiscalité et carte vitale de l'année passée, et aussi à répondre aux questions que nous avons reçues à ce sujet. Bonjour Jean-Yves. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas comment vous voulez que je procède. Si vous voulez on aborde les questions les unes derrière les autres, ou que je fasse un espèce d'exposé un peu général, et qu'ensuite on en arrive aux questions. Moi, je Oui, pense à un un exposé exposé. général et puis les questions. D'accord. Merci. Alors, je vais donner quelques principes avec un petit préalable. D'abord, bonjour à tous. Heureux de pouvoir échanger avec vous grâce à Serge et Milka qui ont organisé cette rencontre. Et c'est vrai qu'au cours de l'année qui vient de se dérouler, l'absence de capacité de déplacement, parce que finalement, en fait, quand je regarde mon dernier déplacement réel de sénateur des Français de l'étranger, c'était avec Serge à San Francisco il y a un peu plus d'un an. Depuis, c'est quand je suis rentré en fait en Europe que derrière les frontières américaines se sont fermées aux Européens et que les choses sont petit à petit devenues compliquées en termes de déplacement. Et depuis, finalement, tout le monde, on a beaucoup échangé de cette manière pour l'ensemble des difficultés qui ont pu être rencontrées en plus pour les Français qui vivaient hors de France. Année difficile, année où 90 000 Français, alors que d'habitude on a un mouvement plutôt vers de départ de France, hein, le nombre de Français qui vont vivre à l'étranger augmente tous les ans, sauf que l'année dernière, il y en a 90 000 qui sont rentrés. Alors, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est question certificat de vie, carte vitale, fiscalité, assurance maladie, commençons peut-être d'abord par les questions fiscales, parce que les questions fiscales, je vais faire juste un principe général, et puis après, j'en viendrai aux questions. D'abord, et avant de commencer sur le principe, je dirais que j'en connais les principes généraux du côté français. Je connais bien entendu un certain nombre de choses qui se passent aux États-Unis, mais que je n'ai pas une connaissance pointue de la convention de non-double imposition entre la France et les États-Unis, et que sur un certain nombre de sujets, ce que je peux dire ne peut pas remplacer un certain nombre de services auprès de conseillers fiscaux. Le principe général, c'est que quand vous avez des revenus
en France, ces revenus français sont imposables en France. Et dès lors que vous êtes résident et US person en réalité, vous avez une obligation de déclaration aux États-Unis et que cette obligation de déclaration aux États-Unis intègre aussi les revenus que vous avez en France et sur lequel vous avez, le cas échéant, payé de l'impôt. Parce que quand on a des revenus en France, on doit payer de l'impôt sur les revenus en France. Mais cet impôt, dans le cadre de la convention de non-double imposition, l'impôt que vous avez payé en France, il va aller en déduction de l'impôt que vous allez devoir payer aux États-Unis. Et j'ajouterais que depuis probablement un peu plus d'une année, la CSG-CRDS que vous pouvez être amené à payer sur les revenus immobiliers que vous pouvez percevoir en France sur des biens qui sont situés en France, cette CRG-CRDS qui est due à la France est considérée depuis un peu plus d'une année, me semble-t-il, comme une part de l'impôt sur le revenu que vous avez payé en France et donc peut aller en déduction de l'impôt que vous allez avoir payé aux États-Unis. Le principe général, c'est que si vous êtes US person, vous devez avoir une déclaration à faire aux États-Unis, elle doit intégrer les revenus français, mais que les revenus français, ils sont d'abord imposables en France. Comment ils sont imposés? Il peut y avoir des pensions qui sont imposées sur la base d'une retenue à la source. Retenue à la source qui a fait l'objet de pas mal de discussions au cours de cette année, puisque le gouvernement voulait faire une réforme qui aurait conduit à une imposition beaucoup plus importante. Et le reste des autres revenus, ils sont imposés sur une base qui est pratiquement forfaitaire à 20% au début et qui peut ensuite monter à 30% au-dessus de, me semble-t-il, quelque chose comme 26 ou 27 000 euros mensuels. Toutefois, si vous déclarez vos revenus mondiaux lorsque vous déclarez vos revenus français, alors on ne va plus vous appliquer le taux forfaitaire, mais on va vous appliquer un taux qui s'appelle le taux moyen, qui est finalement le taux qu'on vous appliquerait en France si l'ensemble de vos revenus étaient d'origine française. Ce qui peut être intéressant pour des gens qui ont d'abord ou quasi exclusivement des revenus français. Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent avoir un taux qui est inférieur à 20%, et dans ce cas-là, ça vaut la peine de déclarer ses revenus américains en plus de ses revenus français en France. On ne paye pas d'impôt sur ses revenus américains, mais à partir du moment où on connaît le volume global de vos revenus côté français, plutôt que de vous imposer forfaitairement à 20%, on va vous imposer au taux moyen, c'est-à-dire en fait le taux qu'un Français paierait avec le même niveau de revenu, ce qui est souvent assez favorable pour des gens qui n'ont pas des revenus très importants ou moyens. Donc ça, c'est le principe général. Après, je pense que pour revenir sur des cas particuliers, il faut plutôt venir sur des questions. Mais vraiment, revenu en France, imposition en France, et après déclaration de ces revenus aussi aux États-Unis avec crédit d'impôt qui donc intègre la CSG. Donc ça, c'est les principes généraux. Je pense… je vois une question. L'accord bilatéral dit que les revenus français sont imposés en France, ils sont immobiliers, mais que les revenus mobiliers sont imposables dans le pays de résidence. Si l'accord bilatéral vous conduit à ne pas avoir d'imposition en France sur les revenus mobiliers, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de la convention bilatérale, mais le principe général, c'est que les revenus français sont imposables en France. Les revenus mobiliers français, je ne suis pas un spécialiste de la convention de non-double imposition, donc peut-être qu'il y a une exception par rapport à la règle générale OCDE sur la convention américaine, mais c'est le principe général. Donc après, je pense qu'il vaut mieux venir sur des questions. Sur les questions de certificat de vie et de retraite, il y a un accord de convention de sécurité sociale entre la France et les États-Unis qui théoriquement prévoit que dès qu'on habite aux États-Unis, pour activer une retraite, même en France, il faut faire une demande à la Caisse de Baltimore. Et que c'est la Caisse qui transmet ensuite. Je sais qu'il peut y avoir des difficultés de transmission. S'il y a des difficultés systémiques de transmission, alors il faut nous le signaler ou le signaler à Serge.
Et nous, on peut à ce moment-là ensuite intervenir auprès du service français qui assure la transmission si on note que Baltimore ne fonctionne pas correctement. Mais la convention de non-double, la convention fiscale entre la convention fiscale, excusez-moi, la convention de sécurité sociale entre la France et les États-Unis prévoit que lorsqu'on habite aux États-Unis, on fait une demande de retraite aux États-Unis, qui transmet ensuite à la caisse de Baltimore aux États-Unis, qui ensuite transmet aux caisses françaises. Il y a un principe de si vous n'avez pas un taux complet, si vous avez travaillé aux États-Unis et en France, les années que vous allez avoir, les années pendant lesquelles vous avez travaillé aux États-Unis vont vous permettre non pas d'avoir une retraite supérieure en absolu, mais dans le calcul du taux de la retraite va pouvoir vous permettre d'améliorer éventuellement le niveau du taux de la retraite, parce qu'en fait, une retraite française, elle est calculée sur la base de 3 paramètres, un taux, un prorata du nombre d'années travaillées par rapport au nombre d'années maximum demandées, et puis quelque chose sur la base des 25 meilleures années de revenus. Et le taux, en fait, il a vocation à essayer à inciter les gens à travailler, à demander la retraite une fois qu'ils ont suffisamment d'années. Mais bien entendu, quand on a travaillé dans plusieurs pays, on n'a pas cotisé autant que quand on a travaillé qu'en France. Et donc, le calcul du taux permet, la convention de sécurité sociale permet de compenser ce taux quand on a travaillé à l'étranger. Et c'est ce qui se passe. La convention précise bien que les périodes d'assurance qui sont accomplies dès lors que l'assuré a accompli, alors le texte exact, c'est dès lors que l'assuré a accompli au moins 6 trimestres d'assurance au regard du régime américain, les règles de coordination sont applicables et l'institution américaine totalise les périodes d'assurance accomplies en France et aux États-Unis et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous la législation américaine. Et ensuite, elle est proratisée pour les États-Unis et ça fonctionne de la même manière de la même manière en France, de manière à ne pas trop pénaliser les personnes qui ont eu une carrière entre les deux pays. Ce qui a changé deux remarques. La première, si vous avez entendu parler avant la crise sanitaire, il y avait une réforme des retraites qui était envisagée en France et qui aurait remplacé les principes généraux de calcul des retraites par une retraite à points. S'il y avait une retraite à points, ces principes que je vous ai donnés auraient été singulièrement revus. Autre remarque ou exception à ce que je viens de vous dire, parce que c'est un peu plus compliqué, c'est lorsque vous êtes titulaire de l'éducation nationale ou d'une manière générale fonctionnaire en France et que vous avez été détaché sur un emploi aux États-Unis. Alors dans ces cas-là, les retraites c'est plus compliqué et ça n'est pas directement intégré dans l'accord de sécurité sociale parce que ça obéit à des règles un petit peu particulières. Sur les questions de retraite, le sujet qui a pas mal fait couler d'encre au cours des 2 dernières années, c'est le sujet de l'affiliation à l'assurance maladie pour les personnes qui sont retraitées et qui vivent à l'étranger. Jusqu'en 2018, toute personne qui percevait une retraite française et qui vivait à l'étranger avait droit à une prise en charge de ses dépenses de santé en France dans le cadre de la sécurité sociale française, c'est-à-dire comme la sécurité sociale française sans mutuelle, dans le cadre de la protection universelle maladie, lors de ses séjours temporaires en France. Pas pour quelqu'un qui rentrait, mais pour quelqu'un qui passait des vacances, venait voir ses enfants, qui restait quelques jours, quelques semaines, 2 mois par an. Si la personne habitait à l'étranger et était pensionnée française, elle avait le droit à la prise en charge de ses dépenses de santé sur cette base-là. Le gouvernement, sur proposition d'Adjente, député d'Asie, mais aussi de votre député Pierre Lescure, a considéré que c'était quelque chose de trop généreux et ils ont imposé une condition de 15 années de cotisation en France pour avoir droit au maintien de cette possibilité d'avoir
l'assurance, les frais médicaux pris en charge lors de séjours temporaires en France. Nous avons beaucoup bataillé sur ce sujet et le gouvernement, avant l'application de la mesure qui a été votée en décembre 2018, le gouvernement a pris une circulaire qui adoucissait un petit peu ce principe qui avait été voté. Et il l'adoucissait en maintenant le principe qui avait été voté pour les personnes qui allaient prendre leur retraite, mais établissait que pour les personnes qui avaient déjà leur retraite, les conditions de cotisation étaient moins importantes. Pour certains, c'était 5 ans. Pour certains, c'était 10 ans. Pour certains, c'était 5 ans de manière transitoire et pour certains, c'était 10 ans pour tous, puisque, en fait, on considérait que c'était des droits acquis. Malheureusement, cette circulaire a été attaquée au Conseil d'État et le Conseil d'État l'a supprimée. Si bien qu'aujourd'hui, toute personne qui est pensionnée française et qui vit à l'étranger et qui n'a pas 15 ans de cotisation n'a plus cette prise en charge des frais médicaux en France lors de séjours temporaires. Ça fait partie des sujets sur lesquels je suis particulièrement mobilisé et travaille depuis 2 mois, parce que beaucoup de gens reçoivent des lettres indiquant qu'il faut qu'ils renvoient leur carte vitale, qui n'ont plus la prise en charge pour leurs frais en France lors de séjour. Et le pire, c'est que non seulement cette lettre est envoyée à des gens qui sont visés par cette loi, mais ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'en plus, ils font des erreurs et ils visent avec ce courrier parfois des gens qui ont ces années de cotisation. Et donc, c'est assez difficile actuellement parce qu'on a une administration de la sécurité sociale qui envoie des courriers qui sont complètement dépourvus de base légale et qui remettent en cause des situations sur lesquelles les gens ont construit finalement leur équilibre de vie. Et je sais que c'est particulièrement sensible aux États-Unis. J'ai déposé un amendement hier pour essayer de demander au gouvernement de corriger cela. Le gouvernement dit non, écoutez, si vous voulez ceux qui veulent les prises en charge de dépenses en France, ben, qui prennent la caisse des Français de l'étranger, France Expat Santé, et ils l'auront. Moi, je veux bien, mais quand on a une petite retraite, la cotisation à la caisse des Français de l'étranger en France Expat Santé, ça peut représenter 10%, 20%, 30%, 40% du montant de la retraite, ce qui est totalement irréaliste. Donc, on va continuer. Ceci étant, en France, il y a un principe général. C'est que cette question de la prise en charge des frais d'assurance maladie, c'est pour des personnes qui vivent à l'étranger et qui font des séjours temporaires en France. Par contre, tout Français et toute personne qui est en France de manière légale, donc bien entendu tout Français, parce que tout Français est légalement, a le droit d'être légalement en France, s'il est plus de 3 mois en France, il a le droit à l'assurance maladie. Peu importe s'il travaille, s'il ne travaille pas, qu'il ait payé la cotisation, qu'il n'ait pas payé de cotisation, par principe, vous êtes affilié à l'assurance maladie, vous avez le droit à être affilié à l'assurance maladie si vous êtes plus de 3 mois légalement en France. La seule chose, c'est qu'il faut le signaler à l'assurance maladie lorsque vous arrivez. Donc, cette réforme qui a été votée en 2018 et mise en œuvre à partir de 2019 et qui se durcit maintenant, elle n'empêche pas, elle ne revient pas sur le principe général, c'est-à-dire que toute personne qui rentre en France aura droit à l'assurance maladie, mais après 3 mois. Et ces 3 mois, depuis 1 an, on s'est battu pour qu'ils n'existent plus. Et donc actuellement, les 3 mois n'existent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre en France pour s'installer, dès lors qu'il s'inscrit à l'assurance maladie, il est tout de suite affilié, il a la prise en charge de ses dépenses immédiatement, parce qu'on a fait valoir qu'en situation de pandémie, c'était quand même particulièrement étonnant d'attendre 3 mois pour que les gens aient le droit d'avoir des dépenses de santé prises en charge. Et qu'à partir du moment où la condition des 3 mois elle avait été posée juste pour protéger un peu notre système par rapport aux principes du droit européen qui permettent à n'importe quel Européen finalement de s'installer en France quand il veut. C'est pour ça qu'on avait posé 3 mois, parce qu'un Européen qui n'a pas de travail en France, il ne peut pas rester plus de 3 mois en France. Un ressortissant de l'Union européenne qui n'a pas de travail en France ne peut pas rester plus de 3 mois. Et c'est pour ça qu'il y avait cette condition des 3 mois. Mais à partir du moment où il n'y a plus de mobilité possible, même dans l'Union européenne, cette condition n'avait plus vraiment de raison d'être. Et puis, il fallait répondre à la situation pandémique
Donc, ça a été supprimé, mais ça a été supprimé de manière provisoire. Voilà ce que je peux dire sur la question de l'assurance maladie en principes généraux. Et puis, sur la question des retraites, le deuxième sujet, ça a été les questions de certificats de vie qui ont déjà largement été évoqués par Serge, qui ont été un problème, effectivement, compte tenu des confinements, compte tenu aussi d'une chose, c'est qu'il y a quelques années, vous savez qu'en France, on n'a pas un système de retraite unifié. Il y a beaucoup de caisses de retraite en fonction des emplois de votre employeur, si vous avez été fonctionnaire dans le système privé, si vous avez été libéral, si vous avez été employeur. Et donc, il y a plusieurs systèmes de retraite différents. Et chaque caisse de retraite envoyait autant qu'elle voulait, de manière aléatoire, des demandes de certificat d'existence. Et depuis quelques années, nous protestions parce que finalement, en fait, la Poste fonctionne bien entre des pays, dans les pays européens, aux États-Unis, etc. Mais les personnes qui habitent dans un certain nombre de pays du Sud, si on leur demande, on envoie par la Poste une demande de certificat de vie, il n'est pas évident qu'ils la reçoivent. Et s'ils ne la reçoivent pas à temps et qu'ils ne peuvent pas la renvoyer, ils perdent leur retraite est suspendue au bout d'un certain temps. Donc, on s'était battu pour que ça ne soit pas plus d'une fois par an et qu'il n'y ait qu'une fois par an, une seule fois, une demande de certificat de vie. Pour que finalement, ce soit plus simple pour les gens qui savent, et puis que les envois puissent être faits sous forme Internet. Donc, tout ça est actuellement mis en œuvre, mais c'est mis en œuvre avec difficulté et avec beaucoup de bugs. D'où les difficultés qu'on a rencontrées cette année et qui se sont croisés ou sont rentrés un petit peu en résonance avec la situation spécifique de la pandémie et des difficultés d'avoir des administrations ouvertes, consulats ou administrations locales, susceptibles de signer les certificats de vie. Voilà ce que je peux dire sur voilà, les principes généraux. Je pense que le mieux après, c'est de rentrer sur des questions. Merci beaucoup, Jean-Yves Lecomte. Alors, on a quelques questions. On a d'ores et déjà listé, puisqu'on avait demandé à certains de nous envoyer leurs questions par email au préalable de cette réunion, et des questions ici sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Et si nous avons le temps, je laisserai aussi quelques personnes intervenir si vous le souhaitez et échanger directement avec le sénateur. Alors, quelques questions, juste par exemple, juste pour rebondir sur ce que tu venais de dire, les 3 mois, j'ai une question, les 3 mois en France, s'appliquent-ils aux Français qui ne sont pas résidents en France? J'imagine les 3 mois de délai de carence. Le délai de carence, il est pour toute personne. En fait, le principe, c'est toute personne qui est plus de 3 mois en France de manière légale a droit, a le droit à l'affiliation à l'assurance maladie. Donc, il faut être 3 mois en France. Voilà. Tout Français qui rentre, ça va s'appliquer. 3 mois après, il y aura droit. Actuellement, les 3 mois sont supprimés, mais c'est temporaire. C'est en raison de la situation sanitaire. Dès que la situation sanitaire sera revenue, les 3 mois vont à nouveau s'imposer. Si les 3 mois ne s'imposent pas pour des gens qui sont déjà, par exemple, un retraité qui a cotisé plus de 15 ans en France et qui a déjà une carte vitale, bien entendu, ça ne va pas s'imposer à lui, puisqu'il est déjà affilié. Et quelqu'un qui est affilié à la Caisse des Français de l'étranger, s'il rentre en France, il n'a pas le délai de carence. Mais tous les autres, ça va s'appliquer. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les 3 mois, il faut assurer un espèce de tuilage avec son ancienne assurance, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une demande spécifique? Il y a une démarche spécifique quand on rentre après les 3 mois à faire? J'imagine qu'il y a une déclaration, juste de rappeler ça aux gens s'ils rentrent en France et qu'ils restent en France plus de 3 mois. Plus de 3 mois, c'est caisse d'assurance maladie aussi vite qu'on arrive, de manière à établir la situation tout de suite et demander l'affiliation. Parce que même si aujourd'hui on a établi le principe qu'il n'y avait pas de délai de carence et que c'était immédiat, ça c'est le principe général, mais la pratique, c'est la bureaucratie. Une autre question en ce qui concerne la retraite, une personne me pose la question, peut-on demander la retraite en France tout en continuant à travailler aux États-Unis? Dès lors que vous avez dès lors que vous avez le droit à demander la retraite en France, vous pouvez la demander à Baltimore. Et puis elle va être si le droit à la retraite aux États-Unis est plus tardif que le droit à la retraite en France, le principe général, c'est que dès que vous avez le droit à demander la retraite en France, vous pouvez vous liquider votre retraite.
mais et le cas échéant, quand vous liquiderez aux États-Unis, elle pourra être un petit peu revue. Ça, c'est le principe général. Si vous avez droit à une retraite en France, vous pouvez la demander via Baltimore et ils vont vous la calculer. Si vous la demandez trop tôt, vous n'aurez pas le même taux que si vous la demandez plus tard, en règle générale. Et donc, en fait, c'est plutôt intéressant d'attendre un peu, mais ça dépend. Toujours sur des questions un peu similaires, mais c'est posé un peu différemment. Est-il possible de faire reconnaître plusieurs années de travail aux USA, 5-10 ans lors d'un retour en France, pour compléter et toucher une retraite française? Comment faire lors du retour pour faire reconnaître nos trimestres à l'étranger? Alors, ce n'est pas lors du retour. Si vous habitez, en fait, le principe général, là, je pourrais, en fait, je vous inciterai à regarder. Il y a quelque chose. Alors, je vais vous taper le nom de. Il y a quelque chose qui s'appelle CLACE. Voilà. Et ça, c'est le centre de liaison européen et international de la sécurité sociale. C'est l'organisme qui organise la coordination entre la sécurité sociale française et les systèmes étrangers avec lesquels on a des conventions de sécurité sociale. Et sur les pages internet du CLES, il y a des choses assez précises sur les principes qui sont inscrits dans chaque convention de sécurité sociale que la France a avec ses partenaires. Et donc, elle vous dit, elle précise déjà que lorsque vous habitez aux États-Unis, il faut demander via Baltimore et que Baltimore, sachant que vous avez des trimestres en France, ils vont aller demander à la CNAV et ils vont calculer votre retraite en prenant en compte la carrière faite aux États-Unis et en France. Et le fait est que ce soit du côté américain ou du côté français, la prise en compte de l'ensemble des années travaillées va être pris en compte dans le calcul de votre retraite. Ce que je vous indiquais tout à l'heure, dès lors que l'assuré, application de la pour le calcul de la dès lors que pour la vieillesse, dès lors que l'assuré a accompli au moins 6 trimestres d'assurance au regard du régime américain, les règles de coordination sont applicables et l'institution américaine totalise les périodes d'assurance accomplies en France et aux États-Unis et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous la législation américaine. Et cette pension théorique est alors proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie aux États-Unis par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États. Et il y a un deuxième aspect qui est l'exportation, c'est-à-dire la possibilité de paiement de la pension américaine sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de la personne. C'est-à-dire que la pension américaine peut être envoyée à quelqu'un qui ensuite va venir va aller habiter en France. Et pour l'application, pour le calcul de la retraite française, la Convention dit qu'il peut être fait appel en cas de besoin aux périodes d'assurance accomplies auprès du régime américain pour calculer la retraite française. S'il y a un peu et pas un doigt, c'est qu'en fait, quelquefois, ce n'est pas utile. Voilà. Apparemment, on a une remarque d'une personne qui dit « J'ai pris ma retraite française en 2016. La CNAV m'a demandé le décompte de tous mes trimestres à l'étranger, US, Suisse. Non pas pour le montant, mais pour vérifier que j'avais 40 ans d'activité. » D'accord. Voilà. Et alors, là, pour le coup, quand on a travaillé, parce qu'on a un problème, c'est que quand vous avez travaillé entre deux pays, les conventions de sécurité et deux pays où il y a une convention de sécurité sociale, ça se passe relativement bien, dès lors que ce sont deux systèmes de sécurité sociale qui fonctionnent bien. Hein. Baltimore n'est pas le pire. Si vous en habitez au Brésil, si on est au Maroc, la coordination Maroc-France ou la coordination Brésil-France, c'est horrible. Donc là, ça peut être très difficile. Mais par contre, là où on a une difficulté, c'est que côté français, pour calculer, pour regarder le nombre si vous avez une carrière complète, si vous avez fait une carrière complète dans l'Union européenne ou entre deux pays, c'est-à-dire la France et un autre pays qui a signé un accord de convention de sécurité sociale, ça va bien se passer. Mais si vous avez été vraiment international et que vous avez circulé dans plusieurs pays, alors là,
la CNAF peut vous dire, désolé, mais vous n'avez droit qu'à l'application d'une seule convention. Et ça, c'est une difficulté. Juste un petit point parce que j'ai deux questions sur ça. Les gens, comment contacter Baltimore? Juste préciser pour Baltimore parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je vais donner l'adresse là sur le chat. Mais en fait, c'est un centre qui recueille les informations. Hop. Ouais, je vais vous l'écrire. Je suis en train de l'envoyer là. Ah, tu l'as? D'accord. Voilà, donc je vais juste le préciser. Je continue pendant que je suis en train d'envoyer l'information. J'avais une question, ah oui, d'une personne qui dit une grande frustration et le grand silence des conseillers retraite sur la France. Depuis avril, je cherche à obtenir une actualisation de mes années de cotisation via le site internet. Côté France, grand silence. J'ai relancé la balle et cette fois, demandé à recevoir des explications d'un conseiller. J'ai un numéro de référence, mais toujours grand silence, aucune réponse. Difficile de compter sur la France dans de telles conditions. Choquant, surtout que chaque situation d'expatrié peut être très différente avec des cas de figure de base. Ce serait bien si la France et les services de retraite répondaient à nos questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve dans des situations comme celle-ci? Je partage, c'est aussi mon quotidien. Déjà, le problème, c'est qu'en fait, comme je le disais, il y a beaucoup de caisses de retraite, parce que comme vous le savez, comme vous le savez, il y a beaucoup de caisses de retraite en France. D'abord, l'arrière-retraite générale, mais suivant le métier que vous avez eu, la retraite est différente. Et pour un certain nombre d'activités privées, vous avez aussi des retraites complémentaires. Et à chaque fois, c'est des caisses différentes qui ne sont pas gérées de la même manière. Donc, vous pouvez faire une demande à la CNAV. Et une demande à la CNAV, nous, on peut la relayer. C'est-à-dire qu'éventuellement, en passant par les conseillers des Français de l'étranger et par nous, on peut relayer des demandes à la CNAV. Mais on n'est pas aussi efficace auprès de toutes les caisses de retraite. D'accord. Mais on peut relayer, ça nous arrive assez souvent. Enfin, je veux dire, il n'y a probablement pas une journée sans que je n'envoie pas au moins une demande d'une personne à la CNAV pour intervenir sur une suspension de retraite, sur une absence de réponse, etc. Sauf qu'en général, comme les régimes ne se coordonnent pas toujours très bien entre eux, il y a des difficultés. Oui, et d'ailleurs, il y a une question à ce propos. Disons, pour demander sa retraite, faut-il faire la demande à la CNAV et à la fois à Baltimore? Ce que tu sembles dire, c'est qu'avec la multiplication des différents organismes, en fait, il faut absolument l'envoyer à Baltimore. Hein, j'ai mis l'adresse Voilà. à tout le monde ici sur le chat. Effectivement, l'organisme de liaison, qui est l'équivalent du CLES, c'est Baltimore. Et la demande de prestation, effectivement, c'est normalement c'est auprès de l'agence locale de la SSA. Ouais. Oui, c'est ça ce que je l'ai ajouté parce que il faut se présenter à l'agence locale de SSA, mais il faut trouver un agent compétent qui comprenne ce que vous demandez, qui n'est pas toujours évident. De côté de l'agence locale, il y a un formulaire à remplir qui s'appelle le SSA 2490. Et ensuite, l'agence locale va l'envoyer à Baltimore. Baltimore va créer un document qui s'appelle le SE 404 qui sera envoyé au CNAV Tour à la suite. Mais parfois, c'est de trouver un agent au bureau SSA local qui comprend la demande. Et ce n'est pas toujours évident de prendre rendez-vous avec un agent compétent qui va comprendre ce que la personne demande. Parfois, c'est là où je reçois des demandes. Et du coup, une question pour toi, Serge, et aussi Jean-Yves. À qui s'adresser pour une consultation conseil sur le sujet des retraites? Effectivement, ça n'existe pas au niveau des services consulaires. Donc, bon, aux conseillers consulaires, hein, qui font remonter ensuite aux élus et sénateurs, qu'est-ce qu'on peut conseiller? C'est un peu, voilà, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Effectivement, théoriquement, comme Serge le disait,
n'y a peut-être pas besoin d'une personne dédiée au consulat, mais on attendrait quand même qu'il y ait quand même quelqu'un au consulat qui connaisse les principes généraux et qui soit capable de répondre aux Français. En général, c'est le cas. En général, c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est assez problématique, surtout dans une circonscription où il y a plusieurs dizaines de milliers de Français. Souvent, les conseillers des Français de l'étranger en font une partie, mais bon, ils font ça parce que les élus, on est là pour finalement répondre aux difficultés un peu de manière voilà, pragmatique quand l'administration ne fonctionne pas correctement. Mais c'est malheureusement le cas. C'est un peu comme ça, effectivement. Et je vous confirme que du côté français, on a énormément de difficultés actuellement et que ça me prend beaucoup de temps de liaison avec le CLES, de mobilisation. Et ça, j'en suis parfaitement conscient. On passe son temps à protester sur les dysfonctionnements des systèmes de retraite qui font face aussi à quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire que comme il y a de plus en plus de carrières hachées, finalement, il y a de plus en plus des systèmes de retraite qui auparavant avaient l'habitude de traiter toute une carrière. Aujourd'hui, ils ne traitent plus toute une carrière. Et donc, en fait, ils apprennent aussi à travailler entre eux. Voilà, et ils ont du mal. Je vais passer à merci quelques questions sur les cartes vitales. Et donc, une personne demande si je rentre en France pour 4 mois, je demande ma carte vitale. Pour après mes 3 mois en France, je suis donc assurée pour 1 mois. Je repars aux États-Unis. Est-ce que je dois recommencer la démarche à chaque fois? J'imagine à chaque fois que je reviens en France. C'est un peu un détournement de procédure. Bon, on a le droit de changer d'avis tous les 4 mois sur son lieu de vie. Alors, je continue. J'ai une carte vitale émise en 2002 que je n'ai pas utilisée depuis. Est-elle toujours valide? Est-ce que je bénéficierai de la couverture maladie dès mon retour en France? La carte vitale, le fait d'en avoir une, ça ne veut rien dire, parce que si elle n'est pas active, ça ne va pas marcher. Donc, même quand on habite en France, il faut les actualiser de temps en temps. Donc, ce qu'il faut surtout regarder, ce n'est pas le fait de posséder le morceau de plastique, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les droits, est-ce que vous êtes porteur des droits vous êtes toujours porteur des droits qui vous avez donné le droit d'en avoir une il y a X années. Ça, il faut regarder. Donc, ça dépend quelle est votre situation. Si vous êtes pensionné, que vous avez plus de 15 ans de cotisation en France, normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Mais dans ce cas-là, vous pouvez, le cas échéant, faire une vérification. Mais normalement, ça devrait le faire. Et quoi qu'il arrive, si vous êtes retraité, etc., vous avez des papiers, vous pouvez très bien réactualiser la carte vitale une fois que vous êtes en France. Par contre, si c'est une ancienne carte vitale et que vous avez perdu le droit de l'utiliser parce que c'est une carte vitale que vous aviez en France et puis vous n'avez plus vous avez changé de situation et ça va pas marcher. Oui, d'ailleurs, une personne dit j'ai 10 ans de cotisation pour l'instant, donc je ne mets pas ma carte vitale à la poubelle. Personne ne m'a contacté pour la rendre. Mais effectivement, ce que tu dis bien, c'est que là, la nouvelle réglementation fait qu'on doit avoir cotisé plus de 15 ans pour pouvoir bénéficier. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui a cotisé un peu plus de 10 ans jusqu'à avril dernier, c'était bon. Là, tant que l'information ne lui est pas arrivée, normalement, c'est bon. Enfin, sauf que si la personne est aux États-Unis aujourd'hui, il ne peut pas en faire grand-chose. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le principe n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que il faut avoir notifié à la personne qu'elle a perdu ses droits. D'accord. Et s'il y a une difficulté, il faut venir vers nous. Sauf qu'actuellement, on a beaucoup de dossiers sur ça. Et une administration qui ne nous répond pas. Alors, une autre question sur les cartes vitales d'enfants nés aux États-Unis. Notre fille est née aux USA, n'a donc pas de carte vitale. Devrions-nous lui en faire une, même si nous vivons actuellement aux États-Unis? Comment faire? Alors, de toute façon, le principe, c'est la carte vitale. Pour avoir une carte vitale, il faut avoir droit à l'assurance maladie. Pour avoir droit à l'assurance maladie française et que vous habitez à l'étranger, soit il faut avoir la Caisse des Français de l'étranger, il faut payer donc l'affiliation à la CFE, soit
vous avez des cas très particuliers de personnes qui sont détachées d'une administration, d'une entreprise. Ça peut arriver dans certains cas, mais c'est quand même très rare. Et puis après, vous avez des personnes qui sont retraitées. Une personne qui a une carrière, qui est en train de faire sa carrière aux États-Unis, qui ne travaille pas en France, qui ne cotise pas en France, n'a pas droit de carte vitale. C'est le jour où cette personne rentre en France qu'après 3 mois, elle pourra être affiliée. Voilà, donc là, j'ai quelques questions là, sur les emails concernant des personnes qui ont cotisé 13 ans. Donc voilà, qui se retrouvent donc dans la situation où elles n'ont pas le droit au bénéfice de la carte, aux prestations de la carte vitale. En fait. Faut être clair là-dessus, c'est bien 15 ans. Donc, Oui, c'est 15 ans. Ça va, malheureusement, l'information va tomber progressivement. Je vois dans le chat effectivement que effectivement, on peut demander son relevé de carrière à la CNAV plutôt si on veut préparer. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire avec la CNAV. De la même manière qu'il y a le site Info Retraite, vous pouvez y accéder. Si vous avez travaillé en France, vous avez un numéro de sécurité sociale. Donc, vous pouvez petit à petit créer votre espace Internet, demander des informations, demander un relevé de carrière, préparer les choses. Je vais mettre le lien du site. Alors, je reviens sur quelques questions sur les fiscalités. Alors, si je vois quand même, il y a une Oui. personne qui écrit là, Monsieur Michel Bopou, pourtant je n'ai que 10 ans de cotisation, mais j'ai un prélèvement sur mes retraites. Alors, effectivement, dès lors que si vous avez une pension et que vous avez une carte vitale et que vous habitez à l'étranger, vous êtes prélevé de quelque chose qui s'appelle la cotisation assurance maladie, la COTAM. Bon. Lorsque cette réforme a été votée en 2018, ils ont dit, en gros, les personnes qui n'ont pas cotisé assez, elles n'ont plus l'assurance maladie, mais elles ne paieront plus la COTAM. Donc, ce que vous indiquez là, Monsieur Bopou, c'est en fait probablement on ne vous a pas encore notifié le fait que vous aviez perdu la prise en charge, mais effectivement, faut être un peu vigilant parce que je peux vous confirmer que même pour des gens qui ont perdu ou qui ont demandé leur retraite après, ils ont continué à prélever la COTAM alors qu'il n'y avait plus de droit. Alors, ne protestez pas trop vite parce que s'ils ne vous ont pas encore notifié que vous n'aviez plus droit à l'assurance maladie, ils ne vous ont pas notifié. Bon, donc à ce moment-là, autant qu'ils vous prélèvent et qu'ils ne vous notifient pas. Mais voilà, le jour où ils vous notifieront, normalement, vous n'aurez plus la prise en charge et en même temps, ils devraient vous supprimer la COTAM. Alors, j'ai aussi également mis sur le chat, pour ceux qui ne le regardent pas forcément, ce dont vient de parler Jean-Yves Lecomte, c'est-à-dire Info Retraite, le site, parce qu'il y a beaucoup de questions, comment m'aider à faire toute la paperasse nécessaire pour la retraite française. Donc, vous pouvez soit demander… Voilà, ça peut être une source, de ce que tu disais, Jean-Yves, une bonne source pour commencer à préparer sa retraite. Et puis ensuite, si vous avez des questions, de demander aux conseillers consulaires. Malheureusement, au consulat, pour l'instant, il n'y a donc pas de personne, pas de service. Alors, on a des questions un petit peu sur la fiscalité. Alors, même si tu l'as dit tout à l'heure, tu n'es pas un spécialiste du patrimoine ni de la fiscalité, mais il y a quelques questions. Par exemple, ma retraite en France sera de moins de 400 € par mois. Cela sera mes seuls revenus venant de France. Seront-ils imposés? Oui. Oui, ils seront imposés. Et donc, cette retraite, elle sera imposée et elle sera imposée à 20% forfaitaire, sauf si elle fait partie des… Alors, avant même de vous répondre à cette question, toutes les personnes qui sont intéressées par la fiscalité des non-résidents, côté français, je vous incite à retrouver sur Internet ou sur mon blog
le rapport que le gouvernement a remis au Parlement en juillet 2020. Il est assez pédagogique et il explique bien les choses. Si vous avez un revenu français, une pension, dans pas mal de cas, cette pension, si vous habitez à l'étranger, elle est soumise à quelque chose qui s'appelle une retenue à la source et qui est progressive. Et si ce n'est pas le cas, si elle n'a pas de retenue à la source, alors elle va être imposée de manière forfaitaire à 20%. Et c'est là où ça peut être effectivement beaucoup, parce que vous imaginez quelqu'un qui en France n'aurait que 400 € de revenus mensuels ne paierait rien dessus. Mais si vous demandez lors de votre déclaration de revenus l'application du taux moyen en déclarant vos revenus mondiaux, c'est-à-dire que vous déclarez en même temps, vous demandez à déclarer vos revenus français et américains. Et dans ce cas-là, vous pourriez avoir une imposition plus faible. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, la retraite de moins de 400 €, si c'est 400 €, vous pourriez être imposé à vous pourriez avoir 80 € de retraite d'impôt par mois, mais si vous déclarez vos revenus mondiaux, il est probable que vous aurez beaucoup moins à payer. Alors, j'ai mis l'adresse de ton blog. J'ai également, pour ceux qui ne l'ont pas vu un peu plus haut dans la discussion, j'ai mis également le lien de la convention fiscale française et États-Unis pour votre information. Alors, il y a un commentaire juste sur les questions de retraite. Je le lis parce que tout le monde ne regarde pas forcément le chat. C'est vraiment indispensable de regarder son relevé de carrière sur le site Info Retraite. Donc, je vous ai donné le lien un peu plus haut. Ça donne une chance de corriger les trous, entre guillemets, possibles dans la carrière. Il recommande de le faire à partir de l'âge de 55 ans, bien avant de faire les démarches de demande de retraite. Voilà. Alors, je continue sur des questions qui ne sont pas forcément, peut-être que tu peux y répondre, sur des prochaines discussions possibles, j'imagine, soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, sur l'allègement de la taxe d'habitation pour notre résidence familiale en France, famille expatriée. Est-ce qu'elle sera considérée comme une résidence secondaire pour les impôts locaux? Alors, je pense que ce genre de choses ne se fera pas. Il y a effectivement, on peut considérer qu'il y a une injustice à considérer que lorsqu'une personne a une seule résidence en France, c'est injuste qu'elle soit considérée comme une résidence secondaire. Bon. Mais moi, quand j'en parle à mes collègues de France, ils me disent écoute, t'es sympa, mais quelle est la différence entre quelqu'un qui habitait à Toulouse et a dû partir à Lille pour travailler, et donc son habitation de Toulouse va être sa résidence secondaire, et quelqu'un qui part de Toulouse pour aller à Bruxelles, et tu voudrais que parce qu'il est parti à Bruxelles et pas à Lille, sa résidence à Toulouse soit considérée comme une résidence principale. Donc, mes collègues qui ne représentent pas les Français à l'étranger, qui sont quand même majoritaires au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ils ne vont jamais accepter ce type de choses qui serait finalement qu'ils considéreraient comme quelque chose de fondamentalement inégalitaire par rapport aux Français qui sont restés en France et qui ont dû bouger pour des raisons de mobilité. Ce que moi j'essaye de faire accepter, c'est que, au moins pour certains pays, mais je ne pense pas que ça puisse le faire pour les États-Unis, qu'au moins pour certains pays où la situation sécuritaire est quand même compliquée, hein, même si Serge a rappelé les questions d'incendie, mais quand on parle d'insécurité, on pense plus à la situation, je ne sais pas, en RDC, au Mali, au Burkina Faso, que dans un certain nombre de pays où effectivement, du jour au lendemain, il peut y avoir des raisons qui justifient le fait de devoir rentrer en France parce que la situation sécuritaire n'est pas bonne, qu'au moins dans ces pays-là, on ne considère pas comme une résidence secondaire la résidence qu'on a en France. Et je ne vois pas comment une majorité au Parlement pourrait accepter de considérer que tous les Français à l'étranger qui ont un logement en France, on le considère comme une résidence principale. Ce serait considéré comme profondément inégalitaire par rapport à quelqu'un qui aurait fait de la mobilité en France et qui, tout de suite, aurait conservé sa première habitation et
se verrait pas imposer cette habitation qu'il a conservée comme résidence secondaire. Donc de ce côté-là, c'est difficile et comme effectivement il y a eu une réforme de la taxe d'habitation qui rend les taxes d'habitation pour les résidences principales beaucoup moins douloureuses, bah, ça devient plus sensible pour les Français de l'étranger. Tu as déjà répondu à cette question, hein. On a une question sur le paiement double de la CSG que nous déclarons nos revenus perçus en France avec l'imposition à la source, et dont on a parlé largement tout à l'heure quand tu as évoqué les questions de fiscalité. Donc on va Ouais. pas Mais alors, il y a eu un truc, il y a quelqu'un qui a dû gagner un procès contre l'IRS aux États-Unis et qui a fait valoir que lorsqu'on payait de la CSG, là, il faudrait que je retrouve les références, hein, je ne les ai pas sous les yeux, mais il y a l'IRS s'est fait condamner aux États-Unis parce qu'elle refusait de considérer que la CSG était une partie d'impôt sur le revenu. Et donc, depuis, quand vous payez de la CSG sur des revenus immobiliers, aux États-Unis, ils doivent considérer que c'est une part d'impôt sur le revenu. Parce que nous, en France, on considère que c'est une cotisation, on dit que c'est un prélèvement social, mais en réalité, c'est un impôt sur le revenu. Donc il faut bien penser à le déclarer côté américain. Bah, c'est-à-dire que côté américain, vous allez déclarer votre revenu en France puisque vous êtes résident fiscal américain. Vous allez avoir des impôts à payer dessus, mais vous allez déduire ce que vous avez payé comme impôt en France. Voilà. Et quand vous faites cette déduction, vous pouvez intégrer la CSG depuis que quelqu'un a gagné un procès contre l'IRS. Auparavant, ce n'était pas possible. Alors, je vois qu'il est déjà 2 heures. Enfin, j'ai quelques questions qui ne sont pas tout à fait liées aux retraites, à la sécurité sociale, si tu veux bien y répondre. Jean-Yves, notamment, par exemple, une personne qui dit « J'ai vu sur le site du consulat que les cartes nationales d'identité ne sont plus faites jusqu'à nouvel ordre. En plus, ces jours-ci, sur TV5 Monde, j'ai vu qu'un nouveau type de carte nationale d'identité est en préparation et puisse s'intégrer. Que doit-on faire quand on a une carte nationale d'identité qui expire cette année ?» Est-ce que la personne qui pose la question a un passeport? Alors, cette personne est normalement là, puisqu'elle l'a posé. Parce que, en fait, je vais vous dire, si vous avez la carte nationale. Bon, alors, si vous avez un passeport, finalement, la carte nationale d'identité, c'est un document d'identité gratuit qui permet, quand on est en France ou qu'on circule dans l'Union européenne, de disposer de quelque chose qui répond à un contrôle d'identité sans avoir à payer. Mais dès lors que vous avez un passeport, vous allez pouvoir toujours justifier de votre identité avec le passeport. Et en fait, la carte nationale d'identité n'est pas utile. Moi-même, je n'en ai pas de carte nationale d'identité parce que je n'en ai jamais eu besoin. J'ai un passeport parce que je circule et si j'ai besoin de prouver mon identité, je montre mon passeport. Donc la carte nationale d'identité, elle est bien pour quelqu'un qui est en France, qui n'a pas besoin de partir à l'étranger ou qui circule que dans l'Union européenne. Et la carte nationale d'identité, elle fera l'affaire et elle est gratuite. Mais quelqu'un qui a un passeport n'a pas, ça va pas être un truc, ça va pas être un bloquant de ne pas avoir de carte nationale d'identité. Alors c'est vrai qu'elles sont en train d'être réformées puisqu'elles vont devenir biométriques avec les mêmes données que ce qu'il y a dans le passeport. Pas juste une photo, mais la photo, elle sera dans la base. Et les empreintes seront aussi dans une base centrale et dans la carte nationale d'identité, dans une puce. Donc, en fait, ils sont en train de mettre ça en œuvre. Je ne savais pas que les consulats actuellement disaient que je vais poser la question parce que ça, j'ignorais que les consulats bloquaient actuellement ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, si vous avez une personne qui a un passeport, bon ben voilà. Si par contre vous êtes dans l'Union européenne et que vous avez une famille nombreuse et que vous êtes devant cette situation aujourd'hui, ça peut être difficile parce qu'un passeport, c'est quand même, je ne sais plus exactement combien, mais à peu près 90 €. Si vous avez 3 enfants, ça va commencer à faire cher. Si vous avez plusieurs cartes d'identité à faire faire et qu'on vous dit bah non, il faut faire des passeports, là, ça peut être cher. Mais si vous avez un passeport, voilà, pratiquement, vous pouvez vous en sortir.
Il me semble que la suspension de la création des cartes nationales d'identité est à cause de la pandémie, mais ça sera remis je crois qu'à cause de la saturation des demandes de passeport. Une autre chose aussi, c'est que je crois que c'est à partir de 2014, les cartes d'identité sont passées de 10 ans à 15 ans de validité. Alors, c'est bien possible que si votre carte d'identité vient d'expirer, qu'elle a encore 5 ans de validité, si ça a été avant ou après la date de 2014. Oui, Jean. il y a eu des choses comme ça, ouais. Vous pouvez m'écrire là-dessus, je pourrais vérifier la date de votre carte d'identité pour savoir si elle a encore 5 ans de validité. Je l'ai affiché sur le chat. Remettre ton email. Alors, je vois, M. Mopou dit effectivement que la CNI est un document qui prouve la nationalité, pas le passeport. C'est exact. Ceci étant, en général, sauf si c'est pour une déclaration de nationalité à l'occasion d'un mariage ou autre, ce qu'on vous demande, c'est de prouver votre identité. Alors, une question qui est un petit peu aussi également, juste sur cette question de passe sanitaire. On a quelques questions là-dessus. Comment les Français de l'étranger qui ont reçu les 2 doses du vaccin pourront-ils obtenir un passe sanitaire pour leur entrée en France? Ben, je ne peux pas vous répondre sur cette question. J'ai déposé un amendement hier qui a été accepté et voté au Sénat, qui dit qu'un certificat de vaccination étranger fait foi, de la même manière qu'un certificat de contamination à la Covid-19 et qu'on a été rétabli, fait foi et peut donc être utilisé dans le cadre du pass sanitaire. Le gouvernement était contre. Donc, demain, nous avons la commission mixte paritaire, parce que la procédure en France législative est telle que quand une loi est passée à l'Assemblée nationale et qu'ensuite elle a été discutée au Sénat et qu'il y a des différences entre ce qu'on a voté à l'Assemblée nationale et ce qu'on a voté au Sénat, on négocie et on regarde si on peut ensemble se mettre d'accord sur un texte commun. Et cette négociation aura lieu demain matin à 9 h. Je ne sais pas si on aboutira, mais en tout cas, on va négocier. Et je ferai partie des gens présents pour cette négociation. Et j'ai bien l'intention de défendre mon amendement. Voilà, donc j'espère pouvoir vous répondre demain soir que ça a été intégré. Mais pour l'instant, le Sénat l'a voté, l'Assemblée nationale ne l'a pas voté. Et j'espère arriver à convaincre l'Assemblée nationale que dans le texte final, si nous nous mettons d'accord, ça soit intégré. Je fais quand même remarquer une chose, c'est que en fait, on dit passe sanitaire, mais il y a différentes choses. Hein. Il y a ce qu'on appelle le certificat vert numérique, qui est le projet européen. Et le projet européen, il a d'abord vocation à permettre le retour de la mobilité dans l'Union européenne. Donc, il est construit pour que les personnes qui habitent dans l'Union puissent bouger entre les pays de l'Union. Donc, il ne s'est pas trop posé la question de ces personnes qui sont hors de l'Union. Et le règlement qui est en cours de négociation met en œuvre, on négocie actuellement la reconnaissance des certificats dans l'Union européenne, mais pas hors de l'Union. Et après, il y a le pass sanitaire qui est dans la loi, qui est actuellement en cours de discussion en France, et qui, même si souvent, quand on regarde, on pense que c'est la même chose qu'au niveau européen, en fait, les principes ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Donc, en tout état de cause, ça va être une bataille. Ce que je peux vous dire, c'est que la France étant un pays quand même qui aime bien, qui ne vit pas du tourisme, mais qui est quand même une destination touristique majeure, ce serait quand même aberrant qu'on refuse les gens qui ont été vaccinés ailleurs. Et même si probablement que l'année 2021 en termes de tourisme va être une année qui va être tournée vers le tourisme européen, ce serait quand même idiot. Et puis nous, on va défendre aussi. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. J'ai fait ce que je pouvais au niveau du débat parlementaire hier. On va continuer demain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement ne voulait pas ça, parce que le gouvernement voulait procéder d'une manière différente. Il voulait procéder de manière bilatérale, c'est-à-dire quand il voulait par exemple faire avec les États-Unis, OK, reconnaissez nos certificats et vous allez se reconnaître les nôtres.
de manière en réciproque. Parce que c'est vrai que le problème, il peut se poser dans l'autre sens aussi. Et que moi, ce que j'ai fait, c'est que je dis, quand un certificat est étranger, sauf si à l'évidence il est faux, on doit pouvoir l'utiliser. Bon. Et le gouvernement dit, bah non, parce que dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourra forcer les États-Unis à reconnaître notre certificat? Donc, eux, ils voulaient faire dans le bilatéral. C'est une autre manière de voir, mais moi, je trouve qu'à partir du moment où on se pose nos propres questions et qu'on ne doit pas… c'était logique de reconnaître les certificats étrangers. Et une fois qu'on a reconnu les certificats étrangers, on peut très bien dire, regardez, nous, on le fait, faites-le aussi. Très bien. Merci beaucoup. Il est 2h10. On va s'arrêter là. J'étais en train de regarder aussi, je crois qu'on a répondu au plus grand nombre de questions. Il y a quelques cas particuliers pour les personnes qui sont encore là, pour des cas très particuliers, notamment sur la reconnaissance du handicap en France et la perception d'une prestation, d'une aide. On reviendra vers vous peut-être de façon plus spécifique avec ça. Je ne vais pas y répondre. C'est vraiment trop précis. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, merci à toi. J'ai remis mon adresse courriel pour la question d'enfants handicapés. Envoyez-moi la question. Je vais voir si je peux vous répondre sur le moment. Je remercie sénateur Jean-Yves Lecomte merci à vous, de participer. N'hésitez pas. Hein. Et aussi pour ton soutien pour notre liste pour les élections. N'oubliez pas que ça commence le 21 jusqu'au 26 par Internet. À l'urne, c'est le 29. Et oui, c'est évident. On pourrait bien continuer encore plusieurs heures. Alors, je suis sûr qu'on va refaire un webinaire à ce sujet. Je vous remercie tous encore et je vous souhaite tous une bonne journée.